Les lustres de la grande salle de bal de Lord Pembroke jetaient une lueur dorée sur l'océan de soie et de satin en contrebas, illuminant la crème de la société londonienne tandis qu'il tournoyait et se pavanint au printemps de 1815. Dans un coin partiellement dissimulé par une colonne de marbre se tenait Lady Eleanor Blackwood, ses 23 ans pesant lourdement sur ses épaules, alors qu'elle observait la danse avec une appréhension grandissante, plutôt qu'avec délice. La soie ivoire de sa robe bruissait doucement, tandis qu'elle déplaçait son poids, une main gantée serrant son éventail si fort que ses jointures blanchissaient sous le tissu délicat. Ses yeux gris, souvent loués pour leur intelligence et leur vivacité, se portaient maintenant avec anxiété vers l'entrée où son tuteur, Lord Blacket, conversait avec un gentleman dont la silhouette même lui glaçait le sang. Lord Warrington, 45 ans et 2 fois veuf dans des circonstances que la bonne société feignait d'ignorer, se déplaçait résolument dans sa direction, ses lèvres minces incurvées en ce que l'on pourrait généreusement appeler un sourire, mais qui ressemblait plus exactement au regard satisfait d'un prédateur acculant sa proie. Eleanor sentit sa respiration s'accélérer, son corset soudainement trop serré contre ses côtes, tandis que la panique montait dans sa poitrine. 3 mois à éviter sa compagnie, à prétexter des maux de tête et des engagements antérieurs, n'avaient servi à rien. Ce soir, dans cette salle de bal bondée sans aucune issue possible. Son tuteur avait l'intention de formaliser l'arrangement qui la verrait mariée à Warrington avant la fin de l'été, sa modeste dot et son nom de famille échangés contre l'annulation de dettes de jeu qu'elle n'avait jamais contractées. Lady Sophia Kent, son amie la plus proche depuis l'enfance, apparut à son coude avec un verre de punch et un avertissement murmuré trop bas pour que les autres l'entendent. Son doux rappel de tenir bon s'accompagnait d'un regard significatif vers l'autre extrémité de la pièce, où une grande silhouette se tenait en conversation avec leur hôte. Mais Eleanor n'enregistra guère ni les mots, ni le regard, car Warrington l'avait presque atteinte, son eau de Cologne au tabac et à la bergamote le précédant comme un nuage nocif. Dans ce moment de pur désespoir, alors que son avenir se refermait sur elle comme les barreaux d'une cage dorée, Eleanor prit une décision née de la panique et de l'instinct de survie. Elle attendit que Lord Warrington ne soit plus qu'à quelques pas, sa main déjà tendue vers la sienne, avant de laisser ses yeux se révulser et son corps s'affaisser dans une cascade ondoyante de soie ivoire et de boucles châtaines. Les allaitements des dames voisines fournirent un accompagnement satisfaisant à sa chute, bien qu'elle prît soin d'orienter son effondrement loin de la colonne de marbre qui aurait pu causer une blessure réelle. Alors qu'elle gisait immobile sur le sol poli, les yeux fermés mais les sens en alerte, elle entendit Sophia lui murmurer de rester calme, tandis que quelqu'un s'approchait pour l'aider. Ce qu'Eleanor ne pouvait pas voir, tout en maintenant sa façade d'inconscience avec un engagement remarquable, c'était précisément qui venait à son secours, ou comment cette ruse désespérée allait changer le cours de sa vie pour toujours. La foule murmurante autour d'Eleanor se tut soudain, l'orchestre s'interrompant en pleine note, tandis que la noblesse assemblée s'écartait comme la mer rouge devant une silhouette qui approchait. Même les yeux fermés, Eleanor sentit le changement dans la pièce, l'inspiration collective qui signalait l'arrivée de quelqu'un de grande importance. Alexander Vane, le duc de Thornfield, connu dans tout Londres pour son attitude glaciale et l'obscurité qui semblait le suivre comme une ombre, se dirigeait à grandes enjambées vers la femme tombée à terre. Sa haute silhouette découpait une silhouette imposante à la lueur des bougies. Sa tenue de soirée impeccablement taillée sur de larges épaules et une carrure endurcie par des années d'escrime et d'équitation plutôt qu'amollie par les excès, comme beaucoup de ses pairs. Sa réputation le précédait partout où il allait. Des chuchotements sur une épouse morte dans des circonstances mystérieuses, sur un cœur changé en pierre par la tragédie, ou peut-être par quelque chose de bien plus sinistre. Le duc d'Hiver, l'appelait-on, pour le froid perpétuel qui émanait de ses yeux gris
et le givre qui semblait recouvrir ses paroles dans les rares occasions où il daignait parler en société. Lord Warrington avait reculé instinctivement à l'approche du duc, aucun homme à Londres n'étant prêt à défier Thornfield directement, quel que soit son propre rang. Avec des mouvements qui n'admettaient aucune contestation, le duc s'agenouilla à côté d'Éléanore, ses mains gantées glissant sous ses épaules et ses genoux. « Écartez-vous » ordonna-t-il, sa voix profonde tranchant le silence comme une lame dans la soie. « La dame a besoin d'air. » Avant qu'Éléanore ne puisse rompre sa comédie et protester, elle se sentit soulevée du parquet de la salle de bal avec autant d'aisance que si elle était faite de plumes plutôt que de chair et d'os. Ses yeux s'ouvrirent en état de choc, croisant pour un instant à couper le souffle le regard gris-acier d'Alexander Vane, assez proche maintenant pour qu'elle puisse voir les paillettes d'argent près de ses pupilles et la légère cicatrice qui traçait sa tempe droite jusque dans ses cheveux sombres. La reconnaissance brilla dans ses yeux, non pas de son identité, mais de sa supercherie. Une conscience qui transforma ses traits austères pour le plus bref instant avant que son masque d'indifférence ne revienne. Eleanor sentit son cœur se serrer d'un nouveau genre de panique en réalisant dans quels bras elle était maintenant blottie contre une poitrine solide comme le marbre et tout aussi froide. Le duc de Thornfield était le seul homme à Londres plus dangereux pour elle que Warrington ne pourrait jamais l'être, non pas pour une quelconque menace de préjudice physique, mais pour le pouvoir inexplicable qu'il semblait exercer sur ses sens chaque fois que leurs chemins se croisaient. Malgré sa réputation redoutable, malgré les rumeurs qui entouraient son premier mariage, malgré l'inconvenance absolue de leur position actuelle, Eleanor se trouva incapable de détourner les yeux de son visage, son corps répondant avec une chaleur traîtresse à sa proximité. Il la transporta à travers la grande salle de bal, la foule créant un passage devant eux, ses jupes ivoires traînant sur son bras, alors qu'ils disparaissaient par des portes qui menaient plus profondément dans la demeure de Lord Pembroke, loin de la protection de la foule et vers des chambres inconnues où elle serait entièrement à la merci du duc d'Ivre. Le duc porta Eleanor à travers plusieurs couloirs, son pas ne faiblissant jamais malgré son poids dans ses bras, jusqu'à ce qu'ils atteignent un bureau richement meublé, clairement réservé à son usage personnel lors de ses visites à la demeure de Lord Pembroke. Un feu flamboyait dans l'âtre en marbre, projetant des ombres dansantes sur des murs tapissés de livres reliés en cuir et de trophées de chasse. La pièce dégageant une énergie nettement masculine, avec son mobilier en acajou foncé et l'odeur persistante de brandy et de bois de santal. Sans cérémonie, il la déposa sur une chaise longue bordeaux positionnée assez près du feu pour la chaleur, mais pas au point de causer de l'inconfort, puis se redressa de toute sa hauteur considérable et la regarda de ses yeux gris pénétrantes qui semblaient la dépouiller de toute prétention. « Votre performance était tout à fait convaincante, Lady Blackwood, » dit-il, sa voix profonde et étonnamment mélodieuse malgré sa froideur. « Mais je reconnais une retraite tactique quand j'en vois une. » Eleanor sentit la chaleur monter à ses joues, une chaleur qui n'avait rien à voir avec les flammes voisines, la mortification l'envahissant d'avoir été si complètement découverte dans sa supercherie. Elle se redressa en position assise, lissant ses jupes de ses mains tremblantes, tandis qu'elle luttait pour formuler une réponse qui pourrait sauver sa dignité. Avant qu'elle ne puisse parler, la porte s'ouvrit pour laisser entrer un majordome à l'air sévère, qui portait un plateau d'argent sur lequel reposait un verre d'eau, son expression ne trahissant ni surprise ni curiosité en trouvant son maître seul avec une jeune femme en détresse apparente. « Nous avons besoin d'intimité, » dit le duc sans quitter Eleanor des yeux, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une requête, mais un ordre. La dame n'est pas aussi malade qu'elle en a l'air. Le majordome s'inclina avec raideur et se retira sans commentaire. Le dos cliquetis de la porte marquant l'instant où Eleanor se retrouva vraiment seule, avec l'homme le plus craint de la société londonienne. Elle déglutit difficilement, pleinement consciente de sa vulnérabilité,
de l'inconvenance de leur situation et de l'étrange battement dans son estomac qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec la façon dont la lumière du feu attrapait les angles du visage du duc, adoucissant ses traits durs juste assez pour révéler le bel homme sous l'extérieur rébarbatif. Le silence s'étira entre eux, lourd de questions tacites, jusqu'à ce qu'Éléanore rassemble son courage et lève le menton pour affronter son regard inébranlable. Ce qu'elle y vit n'était pas la condamnation à laquelle elle s'attendait, ni le dédain froid pour lequel il était célèbre, mais quelque chose de tout à fait plus troublant, une lueur de ce qui aurait pu être de la compréhension, peut-être même de l'amusement, bien que cela disparût si rapidement qu'elle ne put être certaine de ne pas l'avoir imaginé. Le duc de Thornfield se déplaça pour se tenir devant la cheminée, sa haute silhouette se découpant sur les flammes, une main reposant sur le manteau dans une pose qui parlait d'autorité décontractée alors qu'il se préparait à prononcer des mots qui allaient irrévocablement changer le cours de sa vie. Le duc resta près de la cheminée, étudiant Éléanore avec une expression qui ne révélait rien de ses pensées, tandis que le lourd tic-tac d'une horloge de parquet dans le coin marquait chaque instant qui passait avec une précision solennelle. « Je suis au courant de votre situation, Lady Blackwood, » dit-il enfin. Sa voix assez basse pour ne pas être entendue au-delà de la porte fermée, mais assez claire pour que chaque mot la frappe comme un coup physique. Votre tuteur, Lord Blacket, a accumulé des dettes de jeu considérables, principalement envers Lord Warrington, qui a accepté d'effacer ses dettes en échange de votre main. Éléanore sentit le sang quitter son visage, la mortification l'envahissant à l'idée que cet homme, ce quasi étranger malgré sa notoriété dans la société, connaissait sa situation humiliante, le fait qu'elle était troquée comme du bétail pour satisfaire des dettes qu'elle n'avait pas contractées. L'horloge de parquet continuait son tic-tac implacable, remplissant le silence qui s'étirait entre eux alors qu'elle luttait pour maintenir son sang-froid. Quand elle retrouva enfin sa voix, ce ne fut guère plus qu'un murmure. « Comment pouvez-vous savoir cela, votre grâce ?» Le duc s'éloigna de la cheminée, ses pas mesurés tandis qu'il se dirigeait vers une petite table où une carafe de liquide ambré brillait à la lumière du feu. « Je me fais un devoir de savoir bien des choses, Lady Blackwood, particulièrement lorsqu'elles impliquent des hommes comme Warrington. » Il versa une petite mesure dans un verre de cristal, mais ne but pas, le tenant simplement comme s'il tirait réconfort de sa présence. « J'ai une proposition qui résoudrait votre problème, Lady Blackwood, » poursuivit-il, se tournant vers elle avec une expression qui restait impossible à déchiffrer. « Épousez-moi, à la place. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, si inattendus qu'Éléanore fut certaine d'avoir mal entendu. L'horloge de parquet continua de sonner, marquant 5 secondes complètes de silence stupéfait avant qu'elle ne parvienne à répondre. « Vous épousez, votre grâce. Mais pourquoi voudriez-vous » Le duc interrompit sa question d'une main levée, ses longs doigts élégants malgré leur force évidente. « Un mariage de convenance, clarifia-t-il, son ton neutre comme s'il discutait de la météo plutôt que d'un arrangement qui changerait sa vie. Vous auriez ma protection, mon nom et la sécurité financière. En retour, j'exige une hôtesse pour les réceptions mondaines et un héritier en temps voulu. Vous n'avez pas à craindre le même sort que les précédentes épouses de Lord Warrington. » Éléanore sentit son esprit tourbillonner d'émotions contradictoires, la terreur luttant avec un espoir désespéré, alors qu'elle considérait son offre. D'un côté se tenait le duc de Thornfield, froid et énigmatique, que la rumeur disait responsable de la fin tragique de sa première femme, un homme dont la seule présence dans une pièce faisait chuter la température. De l'autre côté, il y avait Lord Warrington, dont la cruauté n'était pas une rumeur mais un fait établi, dont les 2 précédentes épouses étaient mortes quelques années après leur mariage, dont les mains avides et les yeux lubriques promettaient un avenir de dégradation et de misère. L'horloge sonnait, chaque seconde la rapprochant d'une décision qui allait irrévocablement changer le cours de sa vie, la piégeant
entre la peur de ce duc mystérieux et son besoin désespéré d'échapper aux griffes de Warrington. La grande salle de bal sembla retenir son souffle collectif lorsqu'Eleanor y rentra au bras du duc de Thornfield, sa main gantée tremblant légèrement là où elle reposait sur sa manche. En leur absence, les spéculations s'étaient propagées comme une traînée de poudre à travers l'assemblée, les chuchotements s'agitant derrière les éventails et se murmurant autour des coupes de champagne avec une ferveur croissante. La musique continuait, des couples tournoyaient encore sur le parquet poli, mais les yeux se tournaient continuellement vers les portes jusqu'au moment où ils apparurent, après quoi une ondulation visible d'intérêt parcourut la foule comme le vent dans un champ de blé. « Avez-vous vu ?» siffla Lady Pembroke à sa compagne à leur passage. « Thornfield lui-même l'a emporté. Que cela pourrait-il signifier ?» Une autre voix, moins discrète, se demanda tout haut si la pauvre Lady Blackwood s'était vraiment remise de son malaise, tandis qu'une troisième suggérait avec une insinuation entendue que peut-être le malaise avait été feint dans le but même d'attirer l'attention du duc. Eleanor garda son regard fixé devant elle, son visage composé en un masque de calme digne qui démentait le tumulte dans sa poitrine. Elle avait donné sa réponse au duc avant qu'il ne quitte son bureau privé, acceptant son extraordinaire proposition d'un unique murmuré qui avait scellé son destin plus irrévocablement que n'importe quel contrat formel. Maintenant, elle se déplaçait à ses côtés à travers la foule, pleinement consciente de sa présence imposante, de la légère pression de sa main sur la sienne, de la façon dont l'océan de fêtards s'écartait devant eux, avec une déférence née à la fois de respect et de peur. Lord Blackett, son tuteur depuis la mort de ses parents 5 ans auparavant, les intercepta avant qu'ils ne puissent atteindre la table des rafraîchissements, son visage rubicond marbré d'une fureur à peine contenue et ses yeux passant nerveusement de sa pupille au duc imposant. « Que signifie tout cela, Eleanor ?» demanda-t-il, sa voix basse mais acérée de colère. « Où étiez-vous? Et pourquoi vous pavanez-vous maintenant avec sa grâce, comme si Lord Warrington ne vous cherchait pas en ce moment même ?» Eleanor ouvrit la bouche pour répondre mais fut devancée par le duc, dont la voix porta juste assez loin pour atteindre les oreilles de ceux qui se trouvaient à proximité sans devenir un spectacle. « Lady Blackwood m'a fait l'honneur d'accepter ma demande en mariage, Lord Blackett, » déclara-t-il avec une froide autorité, rendant toute poursuite ultérieure de la part de Lord Warrington à la fois inappropriée et inutile. Un petit cercle de silence s'élargit autour d'eux, alors que ceux qui étaient à portée de voix enregistraient à ces paroles, puis se contracta à nouveau tandis que les chuchotements explosaient vers l'extérieur, portant la nouvelle choquante jusqu'aux coins les plus reculés de la salle de bal. Le visage de Lord Blackett passa de la colère à l'étonnement, puis au calcul en quelques secondes, son esprit travaillant visiblement sur les implications de ce développement inattendu, pesant la perte de l'annulation de la dette de Warrington contre la connexion infiniment plus précieuse à un duché. Thornfield observa cette progression avec un dédain évident avant de se tourner légèrement vers la silhouette approchante de Lord Warrington lui-même, dont l'expression s'assombrit à chaque pas à mesure que la nouvelle parvenait à ses oreilles et que la compréhension se dessinait sur ses traits. La pâle lumière du matin filtrait à contre-cœur à travers les rideaux de damas usés de la modeste maison de ville d'Eleanor à Bloomsbury, son dernier héritage de parents, dont la mort l'avait laissé à la merci d'un tuteur qui appréciait les pièces de monnaie plus que les soins. Elle arpentait le tapis délavé de sa chambre, sa chemise de nuit bruissant doucement autour de ses chevilles, alors que le doute rongeait sa résolution à chaque heure qui passait depuis les événements extraordinaires du bal de Lord Pembroke. Avait-elle troqué une forme d'emprisonnement pour une autre, peut-être encore plus inéluctable? Le duc de Thornfield pouvait offrir une protection contre Lord Warrington, mais sa réputation murmurait des dangers d'une autre sorte, d'une froideur qui allait au-delà de la simple réserve sociale, d'une obscurité qui avait englouti sa première femme tout entière.
Martha, sa fidèle femme de chambre depuis l'enfance, entra avec un plateau de petit déjeuner et une inquiétude gravée sur ses traits, usés par les soucis, en observant l'agitation de sa maîtresse. « On l'appelle le duc d'hiver pour une raison, mademoiselle, » prévint-elle en versant du thé fumant dans une tasse de porcelaine ébréchée, sa voix basse comme si les murs mêmes pouvaient porter des histoires aux oreilles aristocratiques. On dit que son cœur est de glace. Eleanor accepta le thé de ses mains tremblantes, le poids de sa décision pesante sur sa poitrine comme un fardeau physique. Pourquoi un tel homme, riche et titré au-delà de l'imagination, offrirait-il le mariage à une femme dont la fortune s'était réduite à rien de plus que cette maison étroite et ses meubles délavés? Quel but pouvait se cacher derrière sa proposition, au-delà de la simple explication qu'il avait fournie? Ses mouvements agités la menèrent au petit secrétaire en palissandre, où les papiers privés de son père avaient été rangés, intacts depuis son décès. Un instinct, un murmure de mémoire la poussa à déverrouiller le tiroir avec la minuscule clé qu'elle gardait sur un ruban autour de son cou, ses doigts fouillant parmi les documents jusqu'à ce qu'ils se referment sur une lettre cachetée, adressée de l'écriture distinctive de son père. Pour Eleanor, à n'ouvrir qu'en cas d'approche de la famille Vane. Le cœur battant, elle brisa le sceau et déplia le parchemin jauni. Les mots de son père sautant de la page avec une clarté surprenante malgré les 5 années écoulées depuis sa mort. « Ma très chère fille, méfie-toi de toute ouverture d'Alexander Vane ou de sa famille. Il existe entre nos maisons un conflit remontant à mes débuts en médecine, une affaire concernant sa défunte épouse qu'il n'a ni pardonné ni oublié. S'il t'approche, ce ne peut être avec des intentions honorables. » Eleanor s'effondra dans la chaise voisine, la lettre tremblante dans sa main, tandis que les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence se réarrangeaient soudainement dans son esprit. Le duc ne l'avait pas choisi par hasard ou par convenance, mais délibérément, cherchant peut-être une forme de vengeance pour un tort que son père aurait prétendument commis. L'horloge de parquet dans le couloir sonna 10 heures, chaque carillon résonnant marquant 1 heure de plus la rapprochant de son mariage imminent avec un homme dont les véritables motifs semblaient maintenant aussi sombres et dangereux que sa réputation. Le voyage vers Thornfield Hall mena Eleanor à travers une campagne de plus en plus désolée, les routes se rétrécissant et les villages se faisant plus rares jusqu'à disparaître complètement, remplacés par de vastes landes couvertes de neige qui s'étendaient à l'infini, sous un ciel gris ardoise. Lorsque la voiture ducale franchit enfin la dernière colline, Eleanor sentit son souffle se couper à la vue du siège ancestral de la famille Vane, une vaste structure gothique de pierre sombre, avec des tours et des tourelles qui semblaient percer les nuages d'hiver bas. Thornfield Hall se dressait comme une sentinelle contre le paysage lugubre. Les fenêtres scintillant comme des yeux vigilants, les cheminées crachant une fumée qui disparaissait dans le ciel incolore au-dessus. Alors que la voiture passait par des grilles en fer forgé assez hautes pour laisser passer des géants, Eleanor ne put réprimer un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de décembre. Cet édifice imposant, ce monument à des siècles de pouvoir aristocratique, serait bientôt sa maison. Pourtant jamais elle ne s'était sentie plus petite ou plus insignifiante que dans son ombre menaçante. Le duc lui-même ne l'avait pas accompagnée pour cette visite précédant leur mariage, envoyant à la place une suite de serviteurs pour s'occuper de ses besoins pendant qu'il concluait des affaires à Londres. Un majordome âgé l'aida à descendre de la voiture avec une précision formelle, son visage ne trahissant ni bienvenue ni dédain, alors qu'il l'escortait dans un vaste hall d'entrée où des armures se tenaient comme des sentinelles silencieuses, le long de murs ornés d'anciennes tapisseries représentant des scènes de chasse d'une violence peu commune. Mrs. Winters, la gouvernante, l'y attendait, une grande femme aux cheveux gris acier tirés sévèrement en arrière d'un visage aussi inflexible que les murs de pierre qui les entouraient. Sa révérence était correcte dans la forme mais totalement dépourvue de chaleur, ses yeux pâles évaluant Eleanor avec un scepticisme non dissimulé,
en accueillant Lady Blackwood à Thornfield Hall. « Je vais vous montrer vos appartements, » dit-elle, sa voix aussi froide et sèche que l'air hivernal extérieur, bien que j'avoue que nous ayons eu peu de temps pour nous préparer, étant donné la précipitation des fiançailles. Eleanor suivit la gouvernante dans un grand escalier, essayant de ne pas se sentir comme une intruse dans la maison qui serait bientôt sous son autorité nominale. Alors qu'ils traversaient une longue galerie bordée de portraits d'ancêtres Vane, tous arborant les mêmes traits aristocratiques et les mêmes yeux gris et froids, Eleanor remarqua une peinture partiellement dissimulée derrière un rideau de velours, comme si quelqu'un avait tenté de la cacher aux regards indiscrets, mais avait été interrompu dans sa tâche. Elle en entrevit juste assez pour voir qu'il représentait une femme d'une beauté extraordinaire, aux cheveux de jais et aux yeux gris frappants qui correspondaient précisément à ceux du duc, son sourire détenant un secret qui semblait suivre Eleanor alors qu'elle passait. « Le maître ne se marie pas par amour, Lady Blackwood », déclara brusquement Mrs. Winters alors qu'elles atteignaient la porte des appartements d'Eleanor, sans se tourner vers elle mais parlant au lourd panneau de chêne en le poussant. N'attendez aucune chaleur dans ces couloirs. L'immensité de Thornfield Hall, avec ses couloirs sans fin et ses portes closes, aurait pu intimider Eleanor et la pousser à rester dans ses appartements, mais un esprit d'exploratrice hérité de son père la poussa à s'aventurer dès son 2e matin au domaine. Ces pérégrinations la menèrent à une paire de portes richement sculptées qui s'ouvraient sur une bibliothèque aux proportions si magnifiques qu'elle en eut le souffle coupé, oubliant un instant ses circonstances troublées. 2 étages de volumes reliés en cuir tapissaient les murs, accessibles par un escalier en colimaçon en fer forgé et des échelles roulantes qui invitaient à l'exploration. L'odeur de papier vieilli, de cuir et de cire d'abeille créait une atmosphère à la fois savante et réconfortante, rappelant puissamment à Eleanor la collection beaucoup plus petite mais tout aussi chérie de son père. Elle se déplaça dans l'espace avec des pas respectueux, ses doigts effleurant les dos de livres embossés de lettres d'or, s'arrêtant parfois pour examiner des titres particulièrement intéressants. Elle était si absorbée par une rare première édition de l'Iliade d'Homère qu'elle ne remarqua pas l'entrée du duc jusqu'à ce que son ombre tombe sur la page. « Votre grâce » reconnut-elle, surprise au point de presque laisser tomber le précieux volume en tentant de faire une révérence tout en tenant le livre. Alexander Vane se tenait devant elle en tenue d'équitation, sa haute silhouette se découpant sur l'entrée de la bibliothèque, son expression indéchiffrable comme toujours, mais semblant moins sévère qu'elle ne s'en souvenait à Londres. « Vous vous intéressez aux classiques grecs, Lady Blackwood » observa-t-il, sa voix ni approbatrice ni condamnatrice, mais teintée d'une note de surprise indubitable. « Mon père collectionnait les premières éditions, » répondit-elle, refermant soigneusement le volume et le replaçant sur son étagère. « Je pensais qu'il n'était là que pour la décoration, jusqu'à ce que j'en ouvre un. » Elle n'ajouta pas que ces livres avaient été vendus un par un pour payer les funérailles de son père et les dettes de son tuteur, ne lui laissant que le souvenir de leur contenu plutôt que les objets précieux eux-mêmes. Quelque chose changea alors sur le visage du duc, un changement subtil qui aurait pu passer inaperçu si Eleanor ne l'avait pas étudié avec autant d'attention. Tout comme les nuages d'hiver perpétuels à l'extérieur s'écartèrent momentanément pour laisser un rayon de soleil doré pénétrer les vitraux de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air soudainement vibrant, une pointe de chaleur perça également le givre habituel du duc. « L'Iliade est supérieure dans son grec original, » dit-il, se dirigeant vers une vitrine qu'Eleanor n'avait pas encore explorée et en retirant un volume plus petit et plus ancien, relié en cuir craquelé. Homère capture la tragédie de la chute d'Hector dans une langue qui défie toute traduction adéquate. La révérence avec laquelle il manipulait l'ancien texte et la passion inattendue dans sa voix, alors qu'il commençait à réciter de mémoire en un grec fluide, révélèrent à Eleanor un aperçu de l'homme sous l'extérieur rébarbatif du duc,
un homme d'éducation et de sensibilité, si en désaccord avec sa réputation qu'elle se trouva momentanément sans voix, observant avec fascination comment la lumière du soleil attrapait les angles de son visage et transformait la sévérité en quelque chose approchant la beauté. La tempête de neige qui avait menacé toute la journée s'abattit finalement sur Thornfield Hall avec toute sa fureur lors de la 3e soirée d'Eleanor, la confinant dans le vaste manoir et l'incitant à explorer des couloirs où elle ne s'était pas encore aventurée. Un mauvais virage après le dîner la conduisit dans l'aile est. Une section de la maison visiblement moins entretenue que le reste, avec des tapis délavés et des appliques murales qui restaient éteintes, plongeant le couloir dans des ombres qui s'étiraient comme des doigts avides sur les murs lambrissés. Des portraits d'ancêtres vaines bordaient ce couloir, leurs visages sévères à peine visibles dans la pénombre, mais leurs yeux semblant suivre ces mouvements avec une désapprobation silencieuse alors qu'elle passait sous eux. Eleanor avait presque décidé de rebrousser chemin quand elle entendit des voix provenant de derrière une porte entr'ouverte au bout du couloir, l'une appartenant sans équivoque au duc, l'autre féminine et inconnue. « Elle ne doit jamais savoir ce qui s'est passé, Alexander », insistait la voix féminine avec une détresse évidente. Cela détruirait toute chance de succès pour ce mariage. « Pensez-vous que je l'ignore ?» vint la réponse du duc, son ton plus dur qu'Eleanor ne l'avait jamais entendu. Même dans ses moments les plus rébarbatifs, cette connaissance la ferait fuir à Londres avant le matin. Eleanor se figea, comprenant avec une certitude absolue quel était le sujet de cette conversation, qu'un secret concernant son mariage imminent lui était délibérément caché. Le cœur battant, elle recula de la porte pour se heurter à une petite table, en voyant une figurine de porcelaine s'écraser sur le sol avec un bruit qui résonna dans le couloir silencieux comme un coup de feu. Les voix derrière la porte cessèrent instantanément, suivies de pas précipités. Eleanor se tourna pour fuir, mais se retrouva devant une porte verrouillée, sa fuite coupée, alors que le duc émergeait de la pièce. Son visage transformé par la colère en quelque chose de vraiment effrayant. « Lady Blackwood, dit-il, sa voix basse et contrôlée mais vibrant d'une fureur à peine contenue, vous vous êtes éloignée bien loin du hall principal. » Eleanor leva le menton malgré ses genoux tremblants, déterminée à ne pas se laisser intimider par lui, malgré la peur sincère que son expression provoquait. « Je me suis perdue, votre grâce, » expliqua-t-elle. « Cette maison est si vaste et inconnue pour moi. » Le duc étudia son visage avec une intensité pénétrante, cherchant clairement à déterminer ce qu'elle aurait pu entendre. Son regard se porta ensuite ostensiblement sur la porte verrouillée derrière elle, son lourd panneau de chêne portant des sculptures ornées, et une serrure en fer noir qui paraissait à la fois ancienne et impénétrable. « Il y a des secrets dans cette maison qui vous feraient fuir, Lady Blackwood, » dit-il enfin, sa voix tombant à peine plus qu'un murmure qui se révéla en quelque sorte plus terrifiant qu'un cri. « Pour votre propre sécurité, ne les cherchez pas. » La nouvelle des fiançailles de Lady Eleanor Blackwood avec le duc de Thornfield se répandit dans la société londonienne comme une traînée de poudre, enflammant des spéculations qui embrasèrent les salons et les clubs de gentlemen. L'union fut jugée incompréhensible par la plupart, non pas parce qu'Eleanor manquait de naissance ou de beauté, mais parce que le duc n'avait montré aucun intérêt antérieur pour le mariage depuis la fin mystérieuse de sa première union. Un mariage si rarement mentionné qu'il s'était estompé pour n'être plus qu'une ombre dans la mémoire collective de la société. Eleanor elle-même était retournée à Londres pour l'essayage de ses vêtements de mariage, se tenant maintenant dans la boutique à la mode de Madame Delacroix sur Bond Street, alors que des couturières s'affairaient autour d'elle avec des épingles et des rubans à mesurer, drapant des tissus luxueux sur sa silhouette élancée, tout en discutant de sa transformation en duchesse, comme si elle n'était pas présente. La soie ivoire pour la robe de mariée elle-même avait été choisie par le duc, livrée avec une note spécifiant certaines exigences sur le design,
mais n'offrant aucun message personnel à sa future épouse. Eleanor contemplait son reflet dans le miroir à 3 volets, son expression trahissant le conflit qui avait grandi dans sa poitrine depuis son séjour à Thornfield Hall, la peur du mariage approchant luttant avec les moments inattendus de connexion qu'elle avait vécus avec Alexander lors de leurs quelques conversations privées, en particulier dans la bibliothèque, où il avait révélé une profondeur d'intellect et de sensibilité en contradiction avec sa réputation rébarbative. Sa contemplation fut interrompue par l'ouverture de la porte de la boutique pour laisser entrer Lady Warrington, la mère de l'homme auquel elle avait si étroitement échappé, dont le visage se tordit de satisfaction malveillante en apercevant Eleanor parmi les rouleaux de tissu et les robes à moitié terminées. La femme plus âgée traversa la boutique d'un pas déterminé, sa voix assez basse pour que seuls Eleanor et la couturière la plus proche puissent entendre ses paroles, forçant l'assistante de Madame Delacroix à s'occuper rapidement ailleurs. « Vous avez pactisé avec le diable, ma chère » siffla Lady Warrington, son haleine sentant légèrement le sherry malgré l'heure matinale. « Il vous détruira comme il a détruit sa première femme. » Eleanor sentit son sang se glacer à cette confirmation des rumeurs qu'elle avait écartées comme des commérages malveillants, ses mains se crispant instinctivement sur la soie drapée sur son corsage, comme pour chercher protection contre le venin de la femme. Lady Warrington sourit froidement au choc évident d'Eleanor, savourant clairement le moment alors qu'elle poursuivait son assaut à voix basse, décrivant comment la première épouse du duc avait été retrouvée morte dans des circonstances jamais entièrement expliquées à la société. Comment l'enquête avait été discrètement abandonnée après des interventions influentes, comment Alexander Vane s'était transformé d'un homme chaleureux et prometteur en la figure froide, maintenant connue sous le nom de Duc d'Ever. La veille de son mariage, Eleanor était assise devant le feu dans ses appartements à Thornfield Hall, observant les ombres danser sur les murs tapissés de damas cramoisis délavés, tandis qu'un vent d'hiver hurlait au-delà des fenêtres à meneaux. Des bougies vacillaient dans des chandeliers d'argent à travers la pièce, leur lumière dorée adoucissant l'austérité des meubles anciens qui avaient vu des siècles de fiancées vanes se préparer pour leur jour de noces. Un léger coup à la porte précéda l'entrée du duc, sa haute silhouette remplissant momentanément l'embrasure avant qu'il n'entre, toujours formellement vêtu bien que l'heure fût tardive. Il portait une petite boîte en bois d'un âge évident, sa surface polie par des générations de manipulations jusqu'à ce que le bois brille comme du satin à la lueur des bougies. Eleanor se leva pour l'accueillir, sa robe de chambre couleur crème bruissant doucement, tandis qu'elle faisait une révérence, intensément consciente de l'inconvenance de sa présence dans sa chambre, mais, d'une certaine manière, sans peur malgré tout ce qu'elle avait appris et tout ce qu'elle ignorait encore. Sans préambule, Alexander s'approcha et ouvrit la boîte pour révéler un collier d'un artisanat si extraordinaire qu'Eleanor ne put réprimer un petit hoquet d'appréciation. Des saphirs et des diamants disposés en un motif complexe de vignes et de fleurs attrapaient la lumière du feu, se transformant en une cascade de flammes bleues et d'étoiles blanches brillantes sur la doublure de velours noir. Ceci a orné le cou de chaque fiancé de Thornfield depuis 3 siècles, dit-il, sa voix profonde, inhabituellement douce, alors qu'il soulevait le collier de son écrin. Demain, il sera vôtre. De main ferme qui démentaient l'attention qu'Eleanor sentait en lui, le duc se plaça derrière elle, posant les pierres froides contre sa gorge et attachant le fermoir avec des doigts qui effleurèrent la peau sensible de sa nuque, envoyant un frisson involontaire le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la peur. Quand il la tourna pour faire face au miroir, ses mains restant sur ses épaules, Eleanor fut frappée, non pas par son propre reflet avec les magnifiques bijoux à sa gorge, mais par l'expression dans les yeux d'Alexander alors qu'il croisait les siens dans le miroir. Pendant un instant non gardé, l'hiver perpétuel de son visage se dégela, révélant un désir si nu et quelque chose qui aurait presque pu être de la tendresse, qu'Eleanor sentit son cœur se serrer
d'une émotion qu'elle n'osait nommer. L'instant se brisa aussi vite qu'il s'était formé, le duc retirant à la fois ses mains et son ouverture momentanée, son masque de froide indifférence se remettant en place alors qu'il lui souhaitait bonne nuit et partait avec une correction formelle. Plus tard, alors qu'Eleanor se préparait pour la nuit, elle s'arrêta en entendant des voix basses dans le couloir devant sa porte, des domestiques passant avec du linge pour les chambres d'invités. « Une si charmante jeune fille, » murmura l'un. « Je prie pour qu'elle s'en sorte mieux que la dernière. »« Chut, maintenant, » vint la réponse sèche. « Tu sais que nous ne parlons pas de la tragédie. La pauvre duchesse méritait mieux que d'être oubliée. » Eleanor resta figée près de son lit, les saphirs maintenant enfermés en sécurité dans leur boîte, semblant soudain lourdes du poids d'une histoire invisible, de secrètes qui l'entouraient comme les brumes d'hiver qui enveloppaient Thornfield Hall. La chapelle de Thornfield Hall était transformée le matin du mariage, des roses d'hiver ivoire et bleu pâle disposées en arrangements élaborés le long des murs de pierre, qui avaient été témoins des mariages Vane depuis des générations. À travers les vitraux représentant des scènes bibliques de salut et de jugement, Eleanor pouvait voir la neige tomber en gros flocons blancs, ajoutant au sentiment d'isolement qui avait caractérisé son séjour au domaine. La petite assemblée de témoins, principalement de la noblesse locale et une poignée de connaissances londoniennes prêtes à faire le pénible voyage hivernal, se leva lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent pour laisser entrer la mariée. Eleanor s'arrêta sur le seuil, sa robe de soie ivoire captant la lumière de centaines de bougies alors qu'elle contemplait l'irrévocabilité du pas qu'elle s'apprêtait à faire. Elle pouvait encore fuir, murmura une petite voix dans son esprit, disparaître dans la tempête de neige avant de se lier à un homme dont les secrets se multipliaient de jour en jour. Pourtant, alors même que la pensée se formait, ses yeux trouvèrent Alexander qui attendait à l'autel, sa haute silhouette resplendissante en tenue de cérémonie. Son expression alors qu'elle s'approchait, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait entrevue que dans de rares moments non gardés. Avec une résolution qui la surprit elle-même, Eleanor s'avança dans l'allée, chaque pas la rapprochant d'un avenir enveloppé de mystère, mais de plus en plus teinté d'espoir né de ces brèves connexions qu'ils avaient partagées. L'ancienne chapelle de pierre amplifia leur voix alors qu'ils prononçaient les vœux traditionnels. Le « oui, je le veux » du duc résonnant dans l'espace sacré avec une ferveur inattendue, une chaleur et une certitude qui contredisaient tout ce que la société croyait du duc d'Yves. Lorsque le moment vint d'échanger les alliances, Eleanor fut surprise par la chaleur des mains d'Alexander alors qu'elles enveloppaient les siennes, sa peau n'étant pas froide comme son surnom le suggérait, mais rayonnante d'une chaleur qui semblait couler directement dans ses veines, la réchauffant de l'intérieur malgré le froid perpétuel de la chapelle. Alors que le prêtre les prononçait mari et femme, Eleanor prit conscience d'un mouvement à l'arrière de la congrégation, son attention attirée par une femme qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, enveloppée dans une cape sombre dont la capuche dissimulait partiellement ses traits. Quelque chose dans la posture de la femme suggérait une familiarité avec Thornfield, une aisance entre ces murs qui parlait d'une longue connaissance plutôt que d'une visite occasionnelle. Lorsque la femme réalisa qu'elle avait attiré l'attention d'Eleanor, elle se tourna brusquement et se glissa par la porte latérale. Son départ précipité créant un courant d'air momentané qui fit vaciller sauvagement les bougies les plus proches, projetant des ombres étranges et allongées sur les pierres anciennes. Eleanor n'eut cependant pas le temps de s'attarder sur la mystérieuse silhouette, car Alexander prit son bras pour la raccompagner dans l'allée, désormais duchesse de Thornfield, un titre qui portait à la fois le poids de siècles de tradition et la promesse d'un avenir qu'elle ne pouvait pas encore pleinement imaginer. Les appartements ducaux assignés à Eleanor en tant que nouvelle duchesse de Thornfield étaient à la fois somptueux et anciens, les murs ornés de tapisseries richement tissées représentant des scènes de chasse et des tableaux mythologiques qui semblaient bouger et se déplacer à la lumière dansante du feu. Elle était assise devant la coiffeuse ornée
tandis que Martha retirait les dernières épingles de ses cheveux, laissant des vagues châtaines tomber librement sur son dos, lorsqu'un coup ferme annonça l'arrivée de son mari. Martha rassembla rapidement ses affaires et se glissa par une porte latérale alors que le duc entrait, toujours en tenue de cérémonie, bien qu'il ait retiré sa cravate, le col ouvert, révélant un aperçu de peau bronzée à sa gorge. Eleanor se leva pour lui faire face, son cœur battant d'un mélange d'appréhension et de quelque chose de bien plus dangereux, une anticipation qu'elle n'osait pas examiner de trop près. Alexander resta près de la porte, maintenant une distance prudente, tandis que ses yeux gris examinaient son apparence, la simple chemise de nuit blanche couverte d'une robe de chambre en soie qui faisait partie de son modeste trousseau. « Ce mariage ne sera qu'un mariage de nom, Eleanor, » dit-il enfin, sa voix basse mais claire dans la chambre feutrée. « Je ne réclamerai pas mes droits. » Les mots restèrent suspendus dans l'espace entre eux, leur signification pénétrant lentement sa conscience avec un effet complexe. Le soulagement vint en premier, un relâchement de la tension qui avait enroulé son corps aussi serré qu'un ressort d'horloge tout au long de la journée, mais suivi de près par une déception inattendue et décidément inconvenante qui fit rougir ses joues et la força à se tourner vers le feu pour cacher son expression. Les flammes mettaient en valeur les riches couleurs des tapisseries, donnant vie aux chasseurs et aux proies enfermées dans une poursuite éternelle à travers des paysages de fil et d'imagination. « Pourquoi m'avez-vous vraiment épousé, votre grâce ?» demanda-t-elle doucement, observant les ombres bondir sur l'ancienne tenture plutôt que de croiser son regard. Ce n'était pas seulement pour me sauver de Lord Warrington. Elle l'entendit se déplacer, non pas vers elle, mais vers la table d'appoint où des carafes de cristal captaient la lumière du feu, transformant le verre ordinaire en récipient de flammes capturées. Le son du liquide versé fut suivi d'un silence avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix contenant une émotion qu'elle ne put identifier immédiatement. « Parce que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées, mais elles peuvent être honorées, » dit-il enfin, les mots énigmatiques offrant plus de questions que de réponses. Eleanor se tourna pour le trouver en train de la regarder, le verre intact dans sa main, son expression un mélange complexe de résolution et de regret, de secrets encore gardés et de vérité planant juste au-delà de l'articulation. Derrière lui, la tapisserie représentant Actéon transformé en cerf pour avoir aperçu l'interdit semblait soudainement appropriée. Un avertissement brodé il y a des siècles pour ce moment même où Eleanor se tenait au seuil de découverte qui pourrait se révéler tout aussi transformatrice, tout aussi dangereuse. Le grand hall de Thornfield resplendissait de lumière et de chaleur alors que l'hiver cédait la place au début du printemps. Les anciens murs de pierre témoins d'une célébration comme on n'en avait pas vu de mémoire récente. Tandis que les fermiers et leurs familles se rassemblaient pour festoyer à l'invitation de leur nouvelle duchesse. 3 mois après le début de son mariage inattendu, Eleanor s'était acquittée de ses devoirs avec une aptitude naturelle qui surprit même Mrs. Winters, la gouvernante austère, s'adoucissant progressivement envers la jeune femme, qui abordait les comptes du domaine et les préoccupations des tenanciers avec un intérêt sincère plutôt qu'une indifférence aristocratique. Eleanor se déplaçait maintenant parmi les familles rassemblées, apprenant les noms et les situations, répondant aux inquiétudes concernant les toits qui fuient et le bétail malade, avec des solutions pratiques qui lui valurent des hochements de tête approbateurs de la part du régisseur du domaine. De sa position près de l'énorme cheminée, elle observait Alexander tandis qu'il conversait avec un groupe de fermiers, sa réserve habituelle toujours présente, mais en quelque sorte moins rébarbative entre ses murs, parmi des gens qui le respectaient clairement plutôt que de le craindre. Une agitation près de la table des desserts attira son attention, alors qu'un petit garçon qui tentait d'atteindre une tarte particulièrement tentante perdit l'équilibre et tomba, se cognant la tête contre le bord du lourd chêne. Avant qu'Eleanor ne puisse bouger, Alexander était là, agenouillé à côté de l'enfant, sans se soucier de ses beaux vêtements,
examinant la blessure avec des mains douces et des mots apaisants qui calmèrent à la fois le garçon et sa mère affligés. Il sortit un mouchoir pour arrêter le saignement d'une petite coupure, puis souleva l'enfant dans ses bras et le porta dans une alcôve tranquille où il appliqua personnellement un pansement et offrit une tarte en guise de consolation pour la blessure. Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine à cette démonstration de tendresse si en désaccord avec la perception que la société avait du duc d'Hiver. Une femme âgée à côté d'elle, les mains noueuses enroulées autour d'une tasse de cidre épicé, suivit son regard avec des yeux entendus. « Le maître n'a pas toujours été l'hiver, madame, » dit-elle doucement, sa voix portant la sagesse de décennies passées à Thornfield. Il fut un temps où le printemps régnait à Thornfield. Avant qu'Eleanor ne puisse en demander davantage, Alexander s'approcha d'eux, offrant son bras à la vieille tenancière avec un respect qui témoignait d'une longue connaissance. S'enquérant de ses petits-enfants par leur nom et promettant de faire réparer la fuite du toit de son cottage avant la prochaine pluie. Tandis qu'il guidait la femme vers un siège confortable près du feu, ses yeux croisèrent ceux d'Eleanor à travers la salle bondée, un moment de connexion non gardée qui envoya une chaleur inonder ses veines, malgré le froid persistant de début mars. La curiosité qui l'avait poussé à enquêter sur les mystères de Thornfield et de son maître s'approfondit maintenant en quelque chose de bien plus dangereux, une attraction qui ne pouvait s'expliquer par la gratitude ou les circonstances, un désir de découvrir non seulement les secrets de son passé, mais l'homme lui-même, caché sous des couches de chagrin et de réserve, comme les premiers crocus perçant la terre durcie par le gel. Un tournant fortuit dans un couloir inconnu au cours de son 4e mois à Thornfield conduisit Eleanor à une découverte qui allait changer à jamais sa compréhension de son mari. Une petite porte, partiellement dissimulée derrière une tapisserie et apparemment inutilisée depuis des années, céda à son toucher curieux, révélant une pièce circulaire nichée dans l'une des tourelles oubliées du manoir. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres striées de poussière, illuminant des grains de poussière dansants qui tourbillonnaient dans un air non perturbé depuis ce qui devait être des années, se déposant sur des draps blancs qui recouvraient partiellement des dizaines de toiles disposées dans tout l'espace. Eleanor se déplaça dans la pièce avec des pas prudents, retirant un drap puis un autre pour révéler des portraits d'une habileté et d'une sensibilité extraordinaires, chacun représentant la même beauté aux cheveux de Jays, dont les yeux gris correspondaient précisément à ceux d'Alexander, la femme du tableau partiellement cachée, qu'elle avait entrevue lors de ses premiers jours à Thornfield. Le style était indubitable, le coup de pinceau portant les mêmes traits assurés qu'elle avait observés dans l'écriture du duc, confirmant ce qui semblait impossible, qu'Alexander lui-même avait créé ses œuvres de dévotion. Certains montraient la femme riant dans des jardins ensoleillés qu'Eleanor reconnut comme les terrains étaient maintenant négligés, d'autres la capturaient, lisant à la lueur des bougies, ou regardant pensivement par des fenêtres qui donnaient sur les landes, mais tous transmettaient un amour si profond qu'Eleanor se sentit comme une intruse assistant à quelque chose de sacré et de profondément personnel. Elle se tint figée devant un portrait particulièrement saisissant de la femme dans une robe bleue de la teinte exacte des saphirs qu'Eleanor portait maintenant, son expression d'un bonheur tel qu'il faisait mal au cœur de le contempler. « Alors vous avez enfin découvert sa faiblesse. » Vint la voix de Mrs. Winters depuis l'embrasure de la porte, faisant se retourner Eleanor, la culpabilité colorant ses joues d'avoir été surprise dans ce sanctuaire manifestement privé. La gouvernante entra dans la pièce avec des pas qui suggéraient la familiarité, sa sévérité habituelle, adoucie par quelque chose comme du chagrin, alors qu'elle contemplait les portraits qui les entouraient. La première duchesse de Thornfield, Lucia Vane, expliqua-t-elle sans qu'on le lui demande, l'épouse du maître pendant à peine 2 ans avant que la tragédie ne l'emporte. Mrs. Winters se déplaça pour redresser un drap
qui avait glissé au sol, ses mouvements respectueux plutôt qu'efficaces, alors qu'elle poursuivait son récit, révélant à quel point Alexander avait profondément aimé sa jeune épouse, comment sa mort dans des circonstances jamais entièrement expliquées l'avait transformé d'un homme chaleureux et prometteur en la figure froide maintenant connue dans toute la société sous le nom de Ductiver. Eleanor écoutait avec une détresse croissante, chaque mot lui faisant prendre conscience de la douloureuse vérité qu'elle était entrée sans le savoir dans une maison qui pleurait encore sa véritable maîtresse, que l'homme qu'elle en était venue progressivement à admirer et de plus en plus à désirer restait dévoué à un fantôme dont la présence remplissait cette pièce cachée plus complètement qu'elle-même ne pourrait jamais espérer remplir Thornfield Hall. Alors que Mrs. Winters partait, laissant Eleanor seule parmi les peintures, elle fut confrontée à la réalisation qui s'était construite dans son cœur depuis des semaines, la vérité impossible et inopportune qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un mari dont le cœur restait enseveli avec sa première femme, préservé comme ses portraits derrière des serrures et des drapes, magnifiques mais intouchables. Une violente tempête s'abattit sur Thornfield cette nuit-là. Des éclairs déchirant les ténèbres d'une fureur d'un blanc éclatante qui illuminait les terres en un relief saisissant avant de les replonger dans l'ombre. Eleanor trouva Alexander dans son bureau, debout devant les grandes fenêtres qui donnaient sur les landes, sa haute silhouette se découpant sur le ciel tempétueux, tandis que le tonnerre secouait les anciennes vitres dans leur cadre de plomb. Elle ferma la lourde porte derrière elle avec une fermeté délibérée, annonçant sa présence d'une manière qui le fit se retourner, son visage momentanément illuminé par un autre éclair, révélant des traits tendus par une lutte intérieure qui correspondait aux éléments en guerre à l'extérieur. « J'ai trouvé la salle des portraits aujourd'hui, » dit-elle sans préambule, sa voix stable malgré les battements de son cœur contre ses côtes. « Les peintures de votre première femme, votre Lucia. » Alexander resta immobile, seul le léger resserrement de sa main sur le gobelet en cristal qu'il tenait trahissant sa réaction alors qu'Eleanor continuait, se rapprochant à chaque mot jusqu'à se tenir directement devant lui, assez près pour voir le muscle travailler dans sa mâchoire. Vous l'aimiez, au-delà de toute mesure. Cela est clair dans chaque coup de pinceau. Pourtant son nom n'est jamais prononcé à Thornfield, son portrait caché, sa mémoire enveloppée de chuchotements et de demi-vérités. Un éclair jaillit à nouveau, le tonnerre suivant presque immédiatement, la tempête maintenant directement au-dessus d'eux, alors qu'Eleanor rassemblait son courage pour la question qui la hantait depuis la découverte de la pièce cachée. « L'avez-vous tué, Alexander » demanda-t-elle, sa voix tombant à peine plus qu'un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, porta par-dessus la tempête déchaînée. « Est-ce pour cela que vous vous cachez derrière votre Yvain ?» Le gobelet de cristal se brisa dans sa main, le liquide ambré et les fragments de verre se dispersant sur le tapis, alors qu'Alexander se retournait contre elle avec une telle fureur qu'Eleanor recula instinctivement, véritablement effrayée par lui pour la première fois depuis leur mariage. « Comment osez-vous » commença-t-il, sa voix s'élevant pour correspondre au tonnerre, ses yeux gris flamboyants. D'un feu qui démentait son surnom de duc d'hiver, mais aussi vite que la rage s'était allumée, elle s'effondra, le laissant soudainement paraître plus vieux, ses épaules s'affaissant alors qu'il se détournait d'elle pour s'appuyer contre le manteau de la cheminée. « J'ai fait pire que la tuer, » dit-il enfin, sa voix si rauque de douleur qu'Eleanor la ressentit comme une blessure physique à son propre cœur. « Je n'ai pas réussi à la sauver. » Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur ses traits tourmentés, alors qu'il révélait enfin la vérité. Comment sa bien-aimée Lucia avait sombré dans la mélancolie après avoir perdu leur enfant à naître, comment son chagrin l'avait consumée jusqu'à ce qu'un matin d'hiver elle se soit aventurée sur le lac gelé et ait traversé la glace, comment il était arrivé trop tard pour la sauver, n'arrivant qu'à temps pour assister à ses derniers instants. « C'était aussi mon enfant, » dit-il, sa voix se brisant sur les mots.
Pourtant, je n'ai pas pu partager son chagrin correctement. Je n'ai pas pu l'atteindre à travers les ténèbres qui la réclamaient. Et ainsi, je les ai perdus tous les deux, ma femme et mon fils, dans des eaux qui auraient dû me réclamer aussi. La porte verrouillée de l'aile et céda enfin à la clé d'Alexander, révélant une pièce qu'Eleanor n'avait jamais imaginée, malgré ses explorations de Thornfield Hall. Une chambre d'enfant, parfaitement préservée comme si elle attendait l'arrivée de son minuscule occupant, se tenait figée dans le temps, avec un berceau sculpté dans du noyer foncé, de minuscules vêtements disposés sur une table allongée, et des animaux en peluche arrangés avec un soin affectueux sur des étagères qui n'avaient accumulé aucune poussière grâce à l'attention vigilante de Mrs. Winters. Le clair de lune entrait à flots par des fenêtres non couvertes de rideaux, baignant le sanctuaire intact d'une lumière argentée qui donnait à l'espace une qualité surnaturelle, comme s'il existait entre la réalité et le rêve. Alexander se déplaça dans la pièce avec des pas respectueux, ses doigts effleurant le berceau avec une tendresse qui fit mal au cœur d'Eleanor. « Votre père était le médecin qui aurait pu les sauver tous les deux, » dit-il doucement, sa voix portant dans le calme de la nurserie préservée. « Il a été appelé auprès d'une autre patiente, votre mère. » Les mots frappèrent Eleanor avec une force physique, les pièces d'un puzzle s'assemblant soudainement avec une clarté dévastatrice alors qu'elle comprenait enfin le lien entre leurs familles, la raison pour laquelle Alexander l'avait choisi spécifiquement alors qu'il aurait pu épouser n'importe quelle femme à Londres. Son père, réputé pour son habileté dans les accouchements difficiles, avait été convoqué à Thornfield lorsque Lucia avait commencé à avoir une hémorragie après avoir donné naissance à un fils mort-né. Mais le message était arrivé alors qu'il assistait la propre mère d'Eleanor, dont le travail prolongé pour un frère ou une sœur plus jeune qui n'avait pas survécu l'avait laissée affaiblie mais vivante. En sauvant une mère, il en avait perdu une autre. Un choix qui n'en avait jamais vraiment été un, mais qui avait néanmoins changé le cours de plusieurs vies. Alexander se tourna vers elle, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue, brute à la fois de douleur remémorée et de quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui coupa le souffle. « Je suis venu à ce mariage en quête de vengeance, » avoua-t-il. Les mots semblant lui être arrachés contre sa volonté, croyant qu'une certaine justice cosmique serait rendue en liant la fille de l'homme qui a fait défaut à ma Lucia à une vie avec le mari qui lui a également fait défaut. Sa voix se brisa alors qu'il continuait, mais j'ai trouvé quelque chose que je croyais mort en moi. Eleanor resta immobile, des larmes coulant sans contrôle sur son visage, alors qu'elle absorbait la terrible vérité qu'elle avait été choisie non pas pour elle-même, mais comme un instrument de vengeance, mais quelque chose avait changé dans les mois qui avaient suivi leur mariage précipité, quelque chose qui brillait maintenant dans les yeux d'Alexander alors qu'il comblait la distance entre eux avec des pas hésitants. Son cœur, qui aurait dû être brisé par sa révélation, battait au contraire d'un espoir douloureux alors qu'elle reconnaissait dans son expression la même émotion qui avait grandi dans sa propre poitrine, fragile et inattendue, comme les premières pousses du printemps émergeant de la terre durcie par l'hiver. La paix qui avait commencé à se former entre Alexander et Eleanor, à la suite de sa douloureuse confession, fut brisée 3 nuits plus tard, lorsqu'une violente tempête s'abattit sur Thornfield, la pluie fouettant les fenêtres et le vent hurlant dans les anciennes cheminées comme des esprits torturés cherchant leur libération. Le couple s'était retiré dans la bibliothèque après le dîner, Eleanor lisant à la lueur du feu, tandis qu'Alexander examinait les comptes du domaine, le silence confortable entre eux étant une chose nouvelle et fragile. Lorsque les coups lointains à la porte principale résonnèrent dans les couloirs. Quelques instants plus tard, le majordome apparut avec une détresse évidente pour annoncer Lord Warrington, qui bouscula le serviteur, ses vêtements éclaboussés de boue et l'odeur indubitable de brandy émanant de sa personne. Son visage était marbré de rage et d'alcool,
alors qu'il trébuchait dans la bibliothèque, pointant un doigt accusateur sur Alexander qui s'était levé de toute sa hauteur à cette intrusion inattendue. « Je sais ce que vous lui avez fait, » balbutia Warrington, ses yeux sauvages passant du duc à Eleanor. « J'ai enfin la preuve. Une preuve qui vous fera pendre pour meurtre. » Alexander se déplaça avec une vitesse surprenante pour un homme de sa taille, se positionnant entre Eleanor et l'intrus avec une fureur froide évidente dans chaque ligne de son corps. « Vous êtes ivre, Warrington, et vous violez ma propriété, » déclara-t-il sèchement. « Vous partirez immédiatement ou vous serez expulsé. » Warrington rit, un son rauque dépourvu d'humour alors qu'il fouillait dans son manteau pour en sortir un document plié, taché soit par l'âge, soit par la pluie à travers laquelle il avait voyagé. « Demandez-lui à propos de la lettre, Lady Eleanor, » insista-t-il, sa voix baissante à un ton conspirateur qui lui donna la chair de poule. « Demandez-lui ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Alexander se jeta alors en avant, toute prétention de civilité abandonnée, alors qu'il saisissait Warrington par ses revers trempés et le soulevait physiquement loin d'Eleanor. Sa voix, un grognement dangereux, alors qu'il exigeait que l'autre homme quitte sa maison et n'y revienne jamais. Warrington réagit avec une violence inattendue, son poing heurtant la mâchoire d'Alexander avec assez de force pour faire chanceler le duc en arrière, la lettre tombant oubliée sur le tapis, alors que les hommes se battaient, renversant une table d'appointe et envoyant des livres s'écraser sur le sol dans leur lutte. Eleanor resta figée un instant seulement, avant de plonger pour le document tombé, ses doigts se refermant sur le papier humide, alors que le son de verre brisé ponctuait les grognements d'effort des hommes. Elle le déplia avec des mains tremblantes pour y trouver le compte rendu d'un médecin sur la mort de Lucia Vane, notant des signes d'ecchymose qui pourraient indiquer une lutte avant sa noyade, des mots qui jetaient une lumière accablante sur Alexander si l'on était enclin à les interpréter comme une preuve de crime plutôt que comme les tentatives désespérées de sauver une femme qui se noyait. L'instant s'étira comme du verre soufflé, alors qu'Eleanor faisait face à son choix, la lettre entre ses mains potentiellement ruineuse pour l'homme qu'elle en était venue à aimer malgré ses motifs initiaux, les accusations d'un scélérat connu résonnant à ses oreilles, alors que la tempête faisait rage à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des murs de Thornfield. Avec des mouvements délibérés, elle se dirigea vers la cheminée et jeta le document dans les flammes, se tournant pour faire face à Warrington avec de l'acier dans la colonne vertébrale alors qu'elle lui ordonnait de quitter sa maison. Sa décision prise de se tenir aux côtés de son mari, indépendamment des doutes qui chuchotaient encore dans les recoins les plus sombres de son cœur. L'aube se glissait à travers les fenêtres des appartements privés d'Alexander, les mêmes pièces où Eleanor avait pour la première fois affronté le duc d'Ivre des mois plus tôt, maintenant transformées par la douce lumière du matin qui peignait les meubles sombres de touches d'or et d'ambre. Eleanor avait à peine dormi après l'expulsion violente de Warrington de Thornfield, son esprit tourmenté par des questions toujours sans réponse, malgré son choix de se ranger du côté de son mari. Une exploration agitée du bureau d'Alexander pendant son sommeil avait révélé un compartiment caché contenant une lettre qu'elle n'avait pas brûlée. Non pas le rapport du médecin, mais quelque chose de bien plus intime, écrit d'une délicate main féminine sur un papier maintenant jauni par le temps. Le cœur battant, Eleanor déplia le dernier message de Lucia, écrit le matin même de sa mort, confessant les profondeurs de la mélancolie qui l'avait consumée depuis la perte de leur enfant, décrivant des hallucinations et des terreurs qui la tourmentaient jour et nuit, malgré les efforts inlassables d'Alexander pour l'aider à se rétablir. « Mon mari bien-aimé a été mon seul ancrage dans cette obscurité », avait écrit Lucia, ces mots parfois flous par ce qui devait être des larmes. Il a montré une telle patience, une telle tendresse. Pourtant, je ne peux échapper aux ombres qui me consument, je ne peux être l'épouse qu'il mérite, ni la mère que notre fils ne connaîtra jamais. La lettre continuait avec une clarté déchirante,
détaillant les tentatives d'Alexander pour trouver les meilleurs médecins, ses nuits passées à son chevet, son amour qui ne pouvait pénétrer la maladie qui consumait son esprit. Eleanor sentit des larmes couler sur son visage en lisant les dernières lignes, absolvant Alexander de tout blâme et suppliant quiconque trouverait la lettre de s'assurer qu'il ne se punisse pas pour ce qu'elle seule avait choisi. Un bruit provenant de l'embrasure de la porte l'alerta de la présence d'Alexander, sa haute silhouette se découpant sur la lumière du couloir, son expression indéchiffrable alors qu'il l'observait avec la preuve de son innocence tremblant entre ses mains. Elle se leva sur des jambes chancelantes, se dirigeant vers lui avec la lettre tendue comme une offrande, un pont sur le gouffre qui les avait séparés depuis le début. « Vous avez essayé de la sauver ?» murmura-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Vous l'aimiez si complètement. » Alexander prit la lettre avec des mains respectueuses, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Eleanor, alors que la lumière de l'aube illuminait les larmes sur ses joues. « J'ai vécu si longtemps dans l'hiver, Eleanor, dit-il, sa voix rauque d'une émotion réprimée pendant des années. Je ne m'attendais plus jamais à ressentir de la chaleur jusqu'à vous. » Sa confession flottait dans l'air entre eux, fragile comme les premiers crocus perçant la terre gelée, et Eleanor se dirigea vers lui comme attirée par une force invisible, sa main se levant pour toucher son visage avec une tendresse qui le fit fermer les yeux en signe d'abandon. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce ne fut pas avec l'hésitation d'étrangers, mais avec la certitude d'âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre quelque chose qu'elles croyaient à jamais perdu, ses bras l'enveloppant contre sa poitrine, alors que les dernières barrières entre eux s'effondraient comme les murs de l'hiver cédant enfin à la chaleur irrésistible du printemps. Les jardins de Thornfield Hall resplendissaient de couleurs invisibles sur le domaine depuis près d'une décennie, des rosiers grimpant sur les murs de pierre avec une vigueur renouvelée, des parterres formels débordant de tulipes et de jacinthes, des arbres fruitiers lourds de fleurs parfumées qui promettaient des récoltes abondantes dans les mois à venir. Un an après les événements tumultueux qui avaient à jamais changé le cours de leur vie, Eleanor se tenait sous les branches étendues d'un chêne ancien. Une main posée protectricement sur son ventre arrondi où une nouvelle vie grandissait, observant Alexander accroupi parmi un groupe d'enfants de tenanciers, leur montrant comment fabriquer des sifflets avec des roseaux creux cueillis au bord du lac. Son rire, autrefois si rare en ces lieux, résonnait maintenant fréquemment dans les couloirs et les jardins, qui semblaient répondre à sa transformation par leur propre renaissance, l'hiver cédant la place à un printemps perpétuel, alors que l'homme précédemment connu dans toute la société comme le duc d'hiver redécouvrait des joies longtemps oubliées. Sentant sa présence, Alexander leva les yeux, ses yeux gris rencontrant les siens avec la chaleur qui caractérisait maintenant son regard chaque fois qu'il se posait sur sa duchesse. Il s'excusa auprès des enfants et traversa la pelouse pour la rejoindre, sa main cherchant automatiquement la sienne, alors qu'il se promenait le long de sentiers récemment débarrassés de décennies de négligence. « Vous avez faim de vous évanouir pour échapper à un homme que vous craignez, » dit-il doucement, son pouce traçant de légers motifs sur sa paume, pour finalement tomber dans les bras d'un homme que vous en êtes venu à aimer. Eleanor lui sourit, s'émerveillant encore du voyage qui les avait menés de cette salle de bal londonienne à ce moment de contentement profond. Ensemble, ils continuèrent leur promenade vers l'aile est, non plus verrouillée et interdite, mais ouverte à la lumière et à l'air. Les pièces qui avaient autrefois préservé le deuil comme des artefacts fragiles, maintenant transformées en une chambre d'enfant lumineuse, attendant l'enfant dont Eleanor sentait quotidiennement les mouvements sous son cœur. Le berceau de cette pièce préservée était resté, mais il se trouvait maintenant dans une chambre peinte de scènes de contes de fées, entourée de jouets, de livres et de tous les préparatifs pleins d'espoir de parents qui avaient trouvé l'un en l'autre la guérison qu'aucun des deux n'avait cru possible. Alexander avait insisté pour peindre lui-même les fresques murales,
Les mêmes mains talentueuses qui avaient autrefois capturé le portrait de Lucia, créant maintenant des forêts magiques et des bêtes amicales pour veiller sur leur enfant, l'acte lui-même étant une sorte d'exorcisme qui lui permettait d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir qu'il partagerait. À l'approche du soir, ils retournèrent à travers les jardins où les jardiniers taillaient et plantaient avec un zèle renouvelé, Thornfield Hall lui-même semblant se dresser plus haut contre le ciel printanier, non plus un monument au deuil, mais une maison où la vie était revenue en pleine mesure. Le duc de Thornfield et sa duchesse marchaient main dans la main sous des arbres débordant de nouvelles feuilles, deux âmes qui avaient trouvé dans les bras l'un de l'autre non seulement l'amour mais la rédemption. Les blessures de leur passé transformées en fondation d'un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer lorsque le destin les avait réunis pour la première fois par un évanouissement fin et un sauvetage inattendu.